tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les mercredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés du directeur de Monacotech. Monacotech qui nous accueille exceptionnellement dans ses locaux pour enregistrer ce journal. Voici les titres de votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec la première Prince Cup qui s'est déroulée ce mercredi matin dans la baie de Monaco. Nous parlerons d'une nouveauté du côté des sapeurs-pompiers de Monaco. Nous rencontrerons l'artiste Ben à l'occasion du Monaco Press Club. D'un artiste à un autre, nous découvrirons une exposition photo signée Jean-Pierre de Bernardi. Et enfin, pour terminer, nous assisterons aux imprévus proposés par les ballets de Monte-Carlo. Et nous ouvrons ce journal avec ces 4 équipes en lice pour cette première Prince Cup. Une course d'aviron dans la baie de Monaco, une compétition qui s'est déroulée sous les yeux du souverain et du prince Andrew d'Angleterre. Retour sur cette matinée avec Alexandra Pagny. Maîtrise, bravoure, confiance en soi sont quelques-unes des valeurs enseignées par l'association Outward Bound et que l'on retrouve dans la pratique de l'aviron. L'association existe dans 34 pays à travers le monde depuis 76 ans et s'est implantée il y a 14 ans en principauté. L'objectif d'Outward Bound est de fournir une éducation complémentaire à l'éducation classique. Donc c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est une école de vie. Donc on apprend la persévérance, la détermination, le surmontage des obstacles, le leadership, l'esprit d'équipe aux jeunes. L'aviron est une activité fondamentale pour Outward Bound. Outward Bound est né sur l'eau. Donc nous revenons à nos origines et notre toute première activité Outward Bound à Monaco en 2008 a été en fait en partenariat avec la société nautique monégasque. Cette compétition s'est donc déroulée sous les yeux des 2 prestigieux parrains de la branche monégasque, le prince Albert II et le duc de York. Ils étaient au plus près pour encourager les 4 équipages en lice. Cette compétition est un format match racing, c'est-à-dire que les équipes s'affrontent 2 par 2 précisément, par élimination directe. Alors c'est une manifestation qui tient plus de la joute nautique que de la compétition sportive performante de ce sport. C'est une compétition qui se pratique avec des bateaux qui sont des yawls, qui sont des bateaux de mer, adaptés pour toutes conditions et qui sont tout à fait capables de supporter les vagues et de supporter les mauvaises conditions comme nous avons aujourd'hui. La pluie n'était pas là pour faciliter la tâche des jeunes sportifs et de leur capitaine, mais les 4 équipages se sont battus jusqu'au bout de ces 4 manches. En finale, le pays de Galles l'emportera sur Monaco, alors que du côté de la petite finale, l'Écosse réussit à se hisser sur la 3e marche du podium face à l'Angleterre. Une première édition de la Princess Cup qui a su ravir l'ensemble des participants et qui sera reconduite sans aucun doute l'an prochain. Une nouveauté du côté des sapeurs-pompiers avec un véhicule, une ambulance plus adaptée aux besoins de la principauté, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage signé Fabien Bonilla. Ne vous trompez pas, ce n'est pas une ambulance anglaise qui se serait égarée suite à un GPS défectueux. Il s'agit bien de la nouvelle ambulance des sapeurs-pompiers de Monaco qui circule en principauté. Elle rentre dans le cadre d'un plan de renouvellement de remplacement de ces véhicules et c'est la couleur jaune qui a été choisie. C'est une étude qu'on a menée, nous ne sommes pas les premiers à l'avoir menée, mais ça a été mené sur le plan européen. C'était de rendre un peu plus visible, je dirais, les véhicules d'intervention et notamment les ambulances. C'est pour ça qu'il était nécessaire d'informer un petit peu tout le monde, ne soient pas surpris que du jour au lendemain, comment ça se fait, les pompiers sont passés en jaune. Non, rassurez-vous, la couleur rouge des engins de lutte contre l'incendie resteront bien évidemment en rouge. On a fait un test, qui est fait donc, sur une ambulance, il y en a une deuxième qui arrive. Il y a beaucoup de symboles aussi qui ont été supprimés sur l'ambulance, notamment il n'y a plus l'appellation ambulance pour éviter l'amalgame. On n'est pas un transport, je dirais, d'ambulance privée. On est bien dans le cadre des urgences avec des spécialistes à l'intérieur qui effectivement sont quand même à même de pouvoir faire face à des situations plus importantes avec l'aide bien évidemment du SMUR de l'hôpital de Princesse Grace. Outre la couleur, des modifications ou nouveautés ont été apportées. On a fait des choix de matériel, notamment à l'intérieur avec une table qui est suspendue, c'est-à-dire qui permet d'avoir une amorti qui soit le meilleur possible pour que le confort notamment de la victime. Nous avons travaillé là récemment aussi sur une problématique sur laquelle il n'y avait pas de réponse technique. Et c'est notamment la chambre de confinement qui permet de faire face à une personne qui est en contagieux et qui doit être transportée, je dirais, vers un centre spécialisé ou le centre hospitalier, sans pour cela contaminer l'intérieur de la cellule. C'est un peu le dispositif qui a été développé sur cette ambulance qui mérite encore des adaptations et qui nous permettra, je dirais, à l'avenir
l'avenir de faire face à ce type de problématique. Ce véhicule est de marque Mercedes, il est équipé par la société française TIB. C'est un modèle unique que vous allez voir circuler désormais en principauté. Et les sapeurs-pompiers qui seront bien évidemment au cœur du dispositif ce dimanche 19 novembre à l'occasion de la fête nationale, à suivre en direct sur Monaco Info dès 9h25. Un nouveau rendez-vous vient d'être organisé par le Monaco Press Club, cette fois-ci à la galerie 11 Columbia, où l'artiste Ben expose. Sandrine Nègre vous en dit plus. J'attends l'impossible, fondation du doute, ou encore il faut se méfier des mots. Depuis plusieurs décennies, les phrases de l'artiste Ben sont un peu partout. Les mots, justement, il les utilise de manière à contribuer au développement de l'art contemporain sous une forme particulière qu'il a notamment décrite lors de son passage au Monaco Press Club. Je prends du plaisir à quand, par exemple, je me fais des soucis. Ben, il faut que tu trouves du nouveau, il faut que tu trouves quelque chose de nouveau. Et si tu ne trouves rien de nouveau, je m'angoisse. Et donc, tout d'un coup, à un moment donné, clac, j'ai une petite idée. Et là, j'ai, disons, pendant un quart d'heure, 20 minutes, un plaisir. Quelque chose qui me touche. Je me suis dit, ah là, t'es pas foutu. Tu as 81 ans et tu trouves encore une nouvelle idée. Et le parcours de Ben commence bien sûr à Nice dès la fin des années 50 et le début des années 60 avec l'ouverture de son fameux magasin qui lui permettra de côtoyer César, Armand et bien d'autres artistes. Proche d'Yves Klein aussi, Ben fera partie de ce que l'on appelle l'école de Nice, des années qu'il raconte non sans humour. J'étais heureux parce que je vendais, j'achetais, que les gens venaient et que je vendais et c'est là que quand je rencontrais les artistes, je leur disais je t'expose. Pourquoi est-ce que je t'expose? Est-ce que tu as du nouveau à montrer? C'est des souvenirs peut-être avec des amis comme ça, par moment. Des souvenirs avec Armand, j'en ai quelques-uns. Parce qu'Armand était venu un jour, il était passé avec une Rolls-Royce. Il m'a dit viens voir qui est dans ma Rolls-Royce. Et moi j'avais été regarder, c'était Marcel Duchamp. Et j'ai reconnu immédiatement Marcel Duchamp. Mais comme j'ai eu un choc, j'ai dit oh, qu'est-ce que c'est que ce clochard qui ressemble à Marcel Duchamp? Allez, vas-y, du ballet, du ballet. Ben, un artiste qui n'a jamais ainsi caché sa conception de l'art, qui doit, selon lui, être nouveau et apporter un choc. Les œuvres de Ben sont visibles un peu partout, comme ici, à la Galerie 11 Columbia, à Nice bien sûr, mais aussi à Paris, Amsterdam et New York, entre autres. Et toujours dans le domaine culturel, le parc du Mercantour ainsi que la vallée de Chamonix seront au cœur de l'exposition signée Jean-Pierre de Bernardi à découvrir au club Le Temps de Vivre jusqu'à la fin novembre. Un reportage de Patricia Navarro. Il quittera dans quelques semaines ses fonctions dans l'administration, mais à l'heure de profiter d'une retraite bien méritée, Jean-Pierre de Bernardi ne manque pas de projets. Sa passion pour la photographie l'a amené à créer l'association Art Photo Monaco, une association qu'il compte bien mettre au service du plus grand nombre. Cela l'a d'ores et déjà amené à exposer actuellement au club Le Temps de Vivre. En créant cette association, je me suis dit, mais ce serait bien qu'elle ait aussi un but, qu'elle ait quelque chose, qu'elle ait du corps. Et donc sa philosophie, c'est d'essayer de partager avec les autres, tout simplement, de faire plaisir, et puis d'aller présenter des expositions et d'aller vers les gens, en fait. J'y ai pensé aussi quand j'ai vu ma maman qui a dû rentrer au CR3, et avec cette population qui avait un peu qui a des difficultés pour se déplacer. Et je me suis dit, ça serait peut-être pas mal justement d'aller vers eux. Les photographies présentées au club Le Temps de Vivre sont un petit aperçu d'années de balade en montagne. Une partie de cette exposition concerne la vallée de Chamonix sur les 2 dernières années. Et une autre partie aussi concerne toute la vallée du Mercantour. Alors à différentes périodes, vous avez le lac de Prals derrière vous qui est au début du printemps. Vous avez le même lac par exemple que vous retrouvez en été beaucoup plus vert. Au-delà de cette vingtaine de photographies, un diaporama a également été réalisé. Il est projeté aux membres du club Le Temps de Vivre. Jean-Pierre de Bernardi, quant à lui, se prépare déjà à son nouveau projet photographique qui aura pour thématique les illuminations de la principauté lors des fêtes de fin d'année. Danse à présent, les ballets de Monte-Carlo proposent un nouvel imprévu. Pour la première fois, des élèves de l'Académie de danse se sont joints à la représentation. José Sacré vous en dit plus.
Atelier des ballets de Monte-Carlo du 7 au 9 novembre, premiers imprévus de la saison 2017-2018. En l'absence de la compagnie des ballets de Monte-Carlo, actuellement en tournée en Chine, ce sont les élèves de l'Académie de danse Princesse Grace qui ont fait le spectacle. Pas vraiment un spectacle, mais plutôt une présentation de leur travail, après pour la plupart quelques semaines seulement de présence à l'Académie. Là, je voulais présenter le travail qu'on fait, enfin, la réalité, les coulisses, la cuisine de l'Académie. En juin, vous allez voir le spectacle fini. Mais là, vous allez voir ce soir, en fait, le travail quotidien qu'ils font. Ils vont travailler sur une classe de danse classique, ils vont travailler sur des variations, ils vont travailler sur de la danse contemporaine, du répertoire de Jean-Christophe Maillot, de la danse de composition. Et pour finir le tout, j'ai repris le final d'études qu'on a fait l'année dernière à Garnier, mais en mettant à l'intérieur les nouveaux élèves aussi, vu que les anciens sont partis. Et je finis comme ça, avec un final pour se souvenir de ce qui était la saison dernière, le gala final à Garnier. Ce qui m'intrigue, c'est la première fois que je réfléchis à ça, c'est les élèves qui sont passés à la dernière année. Je veux voir s'ils ont maintenant déjà un petit peu de bagage pour pouvoir tirer l'académie, parce que c'est eux, en fait, la pointe de l'académie, c'est eux aujourd'hui, tout en sachant que ça fait juste un mois et demi qu'ils n'ont plus personne au-dessous d'eux à regarder et à suivre, mais c'est eux qui vont montrer l'exemple. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse à voir comment ils vont réagir ce soir. Je suis stressée, mais je me sens bien et je pense que je suis prête pour le spectacle. Je suis très excitée de montrer tout le travail qu'on fait pendant ces 3 mois. Et c'est très spécial parce qu'on peut montrer le produit de le travail parce que c'est pas fini, c'est juste dans le milieu. Et c'est spécial parce que le public peut regarder un spectacle avec une différente tête. Cette présentation du travail des élèves de l'Académie Princesse Grace s'est transformée finalement en un spectacle inédit, magnifique, transcendé par la présentation, je devrais dire l'animation de Lucas Massala, sympathique, précis, décontracté, bref, joyeusement pédagogique. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images. La compagnie YG, dont le nom fait référence aux initiales de sa fondatrice Yveline Garnier, fêtera bientôt ses 10 ans. Un spectacle sera donné à cette occasion le 24 novembre à 20h au Théâtre des Variétés. Yveline Garnier, qui est une passionnée de la chanson française des années 50 à 80, promet une belle programmation pour cette soirée. Pour jeunes et moins jeunes, mais pour passionnés toujours, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco propose un atelier samedi prochain, samedi 11, autour des recherches en laboratoire. Vous pourrez participer à l'étude et la valorisation du patrimoine monégasque. 2 créneaux possibles pour s'inscrire, 14h et 16h. Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du mercredi, comme je le disais en début de journal, le directeur de Monacotech, Fabrice Marquet. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Avec plaisir. Alors pour que l'on comprenne bien, dans un premier temps, Monacotech, en quelques mots, quels sont les principaux enjeux ? Alors, la principale mission de Monacotech, donc, c'est d'accueillir et d'héberger des projets d'entreprises innovantes et de les aider dans leur phase de lancement, avec une vocation en fait de promouvoir l'entrepreneuriat durable qui va être pérennisé au moins en partie en principauté, à long terme. Alors Monacotech, c'est vous évidemment, mais c'est surtout une équipe composée de ce fameux jury. Qui sont-ils ? Alors, oui, nous avons un jury indépendant qui nous aide à faire la sélection. C'était très important qu'on ait vraiment une tierce personne qui évalue les projets qui vont rentrer, mais aussi les projets tout au long de leur vie chez Monacotech. Donc on a à la fois des entrepreneurs de start-up qui ont déjà réussi. Nous avons aussi plus des investisseurs. On a typiquement Nicolas Brunel qui est directeur d'investissement pour le groupe Arnaud. On a aussi des gens on a André Samleux qui est aussi business angel. Et on a aussi une composante, nous avons Frédéric Genta aussi monégasque qui est Head of Retail chez Google.
et également une composante monégasque pour justement identifier ces projets qui vont être pérennisés ici. Donc on a un membre de la direction expansion économique, François-Xavier Leclerc, et nous avons aussi un conseil national, Thierry Crovetto, qui est nommé par le conseil national. Donc ce jury a choisi finalement une quinzaine de projets novateurs. Comment se sont déroulées ces sélections? Est-ce que l'exercice a été difficile? Oui, ça a été un exercice très difficile. En fait, ça a été un des gros enjeux, c'est mesurer la demande en fait, qu'on allait avoir. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, parce que c'était quelque chose de nouveau, savoir quel engouement ça allait susciter. Nous avons lancé 2 appels à projets, nous avons eu au total plus de 170 candidats, donc en tout cas au niveau demande, c'était rempli. La qualité a été aussi au rendez-vous, donc le choix a été très compliqué. Ce qui est finalement un problème de riche qu'on était content d'avoir, il valait mieux ça que le contraire. Et donc ce que nous avons fait, les appels à projets consistaient à une première étape où il fallait remplir un dossier en ligne pour expliquer grosso modo quel était leur projet, le concept, le marché, où ils en étaient du stade de développement, quelle était leur équipe. On faisait une première sélection, généralement on tombait au top 25. On faisait une interview par vidéoconférence pour pas trop pénaliser justement les candidats internationaux qui n'étaient pas sur place. Et in fine, le top 10 présentait son projet devant le jury de sélection à Monaco physiquement. Alors vous le disiez hors caméra, certains projets ont été écartés à contre-cœur. Hein. Oui, non, c'est malheureusement le jeu. Puis aussi même le fait d'avoir un jugement, c'est forcément une composante subjective. Voilà, c'est à l'instant T. Est-ce que aussi les porteurs de projets ont été bons ce jour-là et convaincants? Voilà, c'est tout l'enjeu, même plus tard dans leur vie d'entrepreneur, de convaincre des investisseurs, etc. Mais oui, il y a des projets sur lesquels, lorsqu'on les a écartés, qu'on se demandait est-ce qu'on passait à côté de quelque chose, etc. Mais encore une fois, je préfère avoir cette problématique-là plutôt que d'avoir à gratter les fonds de tiroir pour faire venir des gens ici. Alors vous avez cherché à garder une certaine cohérence. Quels sont les différents domaines que l'on retrouve chez Monacotech? Oui. En fait, la cohérence, elle s'est faite, c'est une question qu'on s'est posée au niveau justement du modelage, du modèle de Monacotech, etc. On a décidé dans un premier temps vraiment d'ouvrir à tous les secteurs d'activité. Par contre, allait être évaluée la pertinence pour Monaco, c'est-à-dire de l'entreprise d'être pérennisée à Monaco dans la durée, encore une fois, au moins en partie, et aussi typiquement les porteurs de projets, surtout venant de l'international, avaient-ils un vrai projet de vie à Monaco. Voilà. Donc, au-delà de ça, et suite aussi à la réflexion qui avait été initiée par l'Observatoire de l'industrie en 2015, il y a plusieurs thèmes clés qui ont été identifiés comme pertinents pour Monaco, typiquement les technologies financières, les technologies dans les énergies renouvelables et clean tech en général, tout ce qui est smart city ou médical. Donc ça, c'est des thèmes forts qu'on retrouve ici. Mais on trouve aussi des thèmes qu'on n'aurait pas forcément imaginés en premier lieu et qui font complètement du sens d'être à Monaco. Hein. Typiquement, tout ce qui est innovation dans le yachting, on est une plateforme parfaite ici. On a aussi toute une société qui va digitaliser le monde du mannequinat et des acteurs. Et du coup, ça c'est pareil, c'est quelque chose. Moi, je n'aurais pas imaginé ce type de projet. Et en fait, ils ont une réelle pertinence pour être chez nous. Alors, beaucoup de synergie, d'unité, on le voit dans cet open space, beaucoup de vie. Comment s'organise le quotidien ici? Alors le quotidien, là pour l'instant, on est encore dans la phase vraiment de lancement. Les projets arrivent. Je pense qu'on va atteindre notre rythme de croisière, je pense, plutôt début décembre, et puis certainement début de l'année prochaine. Hein. Mais l'idée, en fait, c'est que nous, on a vraiment bâti ça autour de 4 axes. Le premier, c'est vraiment la communauté. En fait, ce qu'on demande aux porteurs de projets, c'est vraiment qu'on les sélectionne parce qu'on sait qu'ils vont vraiment participer à la vie. Et vraiment cette émulation entre entrepreneurs, justement, intra-entrepreneurs, surtout justement sur des secteurs un peu différents, justement avoir un regard naïf et neuf sur une thématique, etc. C'est très important. Ensuite, ce qu'on va leur apporter, c'est vraiment la mise en relation en fait, avec tout le réseau business de Monaco, parce qu'on pense que c'est vraiment la valeur ajoutée aussi sur laquelle on va capitaliser. On a la chance d'avoir un réseau d'entrepreneurs habitant à Monaco ou de professionnels très dense et très qualitatif en fait. Voilà. Donc, notre mission aussi, ça va être de mettre tout ce petit monde en relation, donc de faire venir des professionnels, de trouver des mentors qui vont accompagner les projets, jusqu'à des investisseurs plus tard quand les projets auront besoin de lever des fonds. Voilà. Avant de terminer, Fabrice, marquez un mot peut-être sur l'avenir de Monacotech. Nous, on est complètement en recherche de partenariats avec tout type de professionnels ou de structures, même à l'étranger, pour typiquement après aussi aider nos startups à aller attaquer d'autres marchés à l'étranger dans un proche futur, on l'espère. Finalement, on peut dire que Monacotech représente réellement la croissance de demain en principauté. Ben, on a vraiment cette ambition et cette volonté, vraiment la croissance de demain, remodeler un peu le secteur industriel de Monaco, aller plus vers des entreprises moins consommatrices d'espace, puisque en gros, la contrainte d'être à Monaco, c'est l'espace et le logement. Hein. Voilà. Et imaginer typiquement qu'est-ce qu'on va pouvoir installer dans l'îlot Pasteur dans quelques années.
Merci beaucoup, Fabrice Marquet. Merci de nous avoir reçus ici dans Avec vos grand locaux. plaisir. Et sachez qu'un Focus Info dédié à l'inauguration de Monaco Tech vous sera proposé dans votre journal de jeudi. Nous nous quittons sur la météo. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ce jeudi, des nuages d'averses le matin, mais un léger mieux en cours de journée avec un ciel moins chargé, quelques rayons de soleil et un vent faible à modéré. Les températures seront fraîches. Vendredi, un temps plus agréable que les jours précédents, pas de pluie, de belles apparitions du soleil et des températures en hausse sensible dans la journée. Samedi, beau temps, les nuages se feront discrets et les températures resteront proches des normales. Dimanche, davantage de soleil le matin que l'après-midi, ciel un peu menaçant en fin de journée, temps frais. Lundi, nuages et éclaircies se partageront le ciel, les températures seront stationnaires, comprises entre 10 degrés le matin et 15 degrés au meilleur moment de la journée. Pour les jours suivants, temps assez ensoleillé.